Pendant près d'un demi-siècle, des millions de téléspectateurs l'ont connu comme Mahangal, le pilier de la famille, la mère parfaite, calme et aimante de la petite maison dans la prairie. Mais à 83 ans, Karen Grass a enfin brisé un silence qu'elle portait depuis presque 50 ans. Et ce qu'elle révèle jette une ombre glaçante sur l'un des hommes les plus aimés de toute l'histoire de la télévision américaine. Humiliation sur le plateau. Inégalité salariale flagrante. Des scènes intimes transformées en véritables épreuves. Et un homme, Michael Landon, qui détenait un contrôle absolu sur tout ce qui se passait derrière les caméras. Ce que le public croyait être l'image parfaite d'une famille unie cachait en réalité une réalité bien plus sombre. Et aujourd'hui, Karen Grass raconte enfin tout. Lorsque La Petite Maison dans la Prairie fut diffusée pour la première fois en 1974, l'émission trouva immédiatement un écho profond auprès du public américain. Basée sur les livres tant aimés de Laura Ingalls Wilder, la série se présentait comme un drame familial empreint de valeurs, de persévérance et de cet esprit pionnier qui définissait l'Amérique rurale d'autrefois. À la tête de ce projet se trouvait Michael Landon, déjà une vedette confirmée grâce à ses années passées dans Bonanza. Mais sur La Petite Maison, Landon n'était pas simplement l'acteur principal incarnant Charles Ingalls. Il était également producteur exécutif, réalisateur fréquent, et celui qui réécrivait ou ajustait constamment les scénarios selon sa propre vision. À bien des égards, cette série était devenue sa création personnelle, son territoire absolu. Face à lui se trouvait Karen Grass, choisie pour incarner Caroline Mahangal. Pour cette actrice formée à Berkeley et à la London Academy of Music and Dramatic Art, ce rôle représentait l'opportunité qu'elle attendait depuis des années. Avant ce contrat, elle avait connu des difficultés financières considérables en travaillant dans le théâtre. Son parcours incluait Broadway, Shakespeare in the Park et plusieurs compagnies en tournée, mais rien ne lui garantissait une réelle stabilité. Lorsqu'elle se présenta à l'audition pour La Petite Maison, elle prit un risque calculé en dépensant $40, une somme considérable pour elle à cette époque, pour s'acheter une simple robe en laine adaptée au rôle. Michael Landon se serait levé immédiatement après sa lecture, déclarant « Envoyez-la à la garde-robe ». Ce moment allait changer toute sa vie. Au début de leur collaboration, Grass l'admirait sincèrement Landon. Elle le trouvait charismatique, drôle et infatigable dans son engagement envers le projet. Dans des interviews qu'elle accorda bien plus tard, elle reconnut à quel point il l'avait soutenue durant le tournage de l'épisode pilote, faisant preuve de patience pendant qu'elle s'adaptait aux exigences spécifiques du jeu télévisé. Elle le décrivit alors comme extrêmement gentil et sensible, un excellent réalisateur qui lui avait donné une véritable chance de trouver ses marques dans ce nouvel univers. Pour cette jeune actrice encore novice dans le monde de la télévision, c'était une véritable bénédiction professionnelle. Mais à mesure que la série gagnait en popularité et devenait l'un des plus grands succès d'audience de NBC, des fissures commencèrent à apparaître sous la surface. En coulisses, la domination presque totale de Landon sur le plateau devenait de plus en plus difficile à ignorer pour ceux qui travaillaient au quotidien. Selon Karen Grass, les premières véritables tensions apparurent durant la deuxième saison, diffusée entre 1975 et 1976. À cette période, elle commença à réaliser que son salaire ne reflétait absolument pas l'importance de son rôle en tant que l'un des deux personnages adultes centraux de la série. La situation était pourtant claire. La Petite Maison dans la Prairie générait déjà des ventes considérables de produits dérivés, une fidélité exceptionnelle de la part des fans, et des audiences extrêmement solides pour NBC. Grass l'estimait, à juste titre, qu'elle méritait une compensation équitable pour sa contribution à ce succès grandissant. Lorsqu'elle décida d'aborder Michael Landon et la chaîne pour renégocier les termes de son contrat, la réaction qu'elle reçut fut glaciale. Landon la prit à part pour des conversations privées, lui expliquant froidement que, selon les tests effectués par le réseau, le personnage de Caroline Mahangal n'était pas le préféré du public, et qu'il ne voyait donc aucune raison de la rémunérer davantage. Le message sous-jacent était parfaitement clair, elle était remplaçable. Pire encore, Landon insista pour que son salaire soit aligné sur celui des acteurs enfants de la série, malgré son statut incontestable de rôle féminin principal aux côtés du sien. Pour Grass, cette décision n'était pas seulement insultante, elle était profondément humiliante. Elle confia plus tard avoir été choquée de voir ses contributions ainsi écartées avec une telle brutalité, comme si des années de travail acharné ne comptaient simplement pour rien. Cette demande légitime d'équité marqua un tournant décisif dans leur relation professionnelle. L'homme autrefois si soutenant devint soudainement froid et distant. Sur le plateau, elle affirma qu'il commença délibérément à la mettre mal à l'aise, particulièrement lors des scènes intimes où leurs personnages se retrouvaient assis ensemble dans un lit, dans l'intimité simulée d'une chambre conjugale.
Dans une interview accordée bien plus tard au magazine People, elle se souvint avec un malaise persistant que Landon avait l'habitude de raconter des blagues obscènes précisément pendant ces moments, alors qu'ils se trouvaient en position rapprochée, sous les projecteurs braqués sur eux, entourés de toute une équipe technique observant la scène. Elle décrivit alors un sentiment d'emprisonnement presque physique. J'étais dans ce petit lit, dans cette petite chambre, entouré d'hommes et sans aucune issue, confia-t-elle. Les rires des autres membres de l'équipe ne faisaient qu'accentuer son humiliation profonde, ajoutant au poids déjà écrasant du silence qu'elle devait maintenir et à la tension constante exercée par ce contrôle qu'elle ne pouvait pas combattre ouvertement. C'est ainsi que, derrière l'image idyllique d'une famille pionnière unie que des millions d'Américains regardaient chaque semaine avec admiration, se cachait une réalité bien plus sombre et bien plus douloureuse pour celles qui incarnaient leur mère bien-aimée. Au milieu des années 1970, La Petite Maison dans la Prairie s'était définitivement imposée comme l'un des programmes les plus réussis de NBC. Partout en Amérique, les familles se réunissaient chaque semaine pour voir les Ingalls affronter les épreuves de la frontière avec amour, unité et résilience. Mais tandis que le public ne voyait que chaleur et harmonie à l'écran, Karen Grace le ressentait, elle, quelque chose de radicalement différent derrière les caméras. Après le conflit salarial de la deuxième saison, l'atmosphère générale changea durablement. Grace le remarqua presque immédiatement. Bien que Michael Landon ne l'ait jamais confronté directement de manière explosive, il avait sa propre façon, plus insidieuse, de manifester son mécontentement persistant. Les intrigues qui avaient autrefois permis à Caroline Ingalls de briller véritablement à l'écran furent progressivement réduites ou modifiées. Dans les épisodes où elle avait auparavant occupé le centre émotionnel, son rôle paraissait désormais plus restreint, ses répliques moins nombreuses. Ce déséquilibre n'était évidemment pas le fruit du hasard. C'était un message silencieux mais glaçant. Grace avait osé réclamer l'égalité, et on lui rappelait désormais, à travers les scénarios eux-mêmes, qui détenaient réellement le pouvoir sur ce plateau. Elle continua néanmoins à se présenter chaque jour, à jouer son rôle avec professionnalisme, car elle connaissait parfaitement les enjeux de l'industrie télévisuelle des années 1970. Une femme de plus de 30 ans occupant un rôle principal était déjà, à cette époque, une véritable rareté. Si elle partait ou poussait la situation trop loin, rien ne lui garantissait une nouvelle opportunité dans ce milieu impitoyable. Elle ravala donc sa frustration et tenta désespérément de s'adapter à cette nouvelle dynamique. Plus tard, dans des interviews, elle admit avoir délibérément choisi le professionnalisme plutôt que la confrontation, espérant qu'en restant docile, en jouant simplement son rôle et en gardant le silence, la tension finirait naturellement par s'apaiser avec le temps. Mais ce silence avait un prix. Le comportement de Landon sur le plateau devenait progressivement plus audacieux et plus dérangeant. Son humour, autrefois inclusif et chaleureux, prenait désormais une tournure beaucoup plus acerbe et humiliante. Pendant le tournage des scènes intimes entre Charles et Caroline, il multipliait les blagues grossières sur les femmes, sur le sexe et même sur son apparence physique. Pour le reste de l'équipe, c'était simplement des moments de détente qui rompaient la monotonie des longues heures de travail. Pour Grace, c'était des instants de dégradation pure. Elle se sentait piégée devant les caméras, incapable de réagir sans risquer son emploi, mais tout aussi incapable d'oublier la douleur de ses mots une fois le tournage terminé. Il n'existait alors aucun service des ressources humaines à qui se confier, aucun soutien syndical réellement capable d'intervenir dans cette dynamique de pouvoir. Sur un plateau dirigé presque entièrement par un seul homme, sa parole faisait loi. Karen Grace devait simplement endurer. Dans ses mémoires intitulés Bright Lights, Prairie Dust, publiée des décennies plus tard en 2021, elle admit que la partie la plus difficile de cette période n'était pas uniquement l'inégalité salariale ou les blagues humiliantes. C'était surtout l'isolement total. Elle n'avait littéralement personne à qui se confier, aucune échappatoire face à la douleur qu'elle portait jour après jour. Même ses collègues, pour la plupart des enfants à cette époque, étaient soit totalement inconscients de la situation, soit peu enclins à remettre en question l'autorité incontestée de Landon. En dehors du plateau, la vie personnelle de Grace n'était guère plus stable. Son premier mariage avec l'acteur Léon Russom s'était effondré en 1970, la laissant porter non seulement le poids émotionnel d'un divorce difficile, mais également des difficultés financières qui la poursuivaient depuis le tout début de sa carrière artistique. Elle se retrouva alors progressivement happée par des habitudes destructrices qui rappelaient étrangement celles de son propre père, Eugène, alcoolique et suicidaire. Grace commença à boire de manière abondante, cachant souvent ses excès derrière des verres de vin lors de dîners ou de soirées mondaines. Elle avoua plus tard, dans son livre, qu'elle menait alors une véritable double vie. D'un côté, une actrice professionnelle, admirée par des millions de téléspectateurs à travers tout le pays. De l'autre, une femme privée noyant son désespoir grandissant dans l'alcool, loin des regards.
Durant ces années particulièrement sombres, elle fit également de mauvais choix sur le plan relationnel, notamment une liaison avec l'acteur invité Gilles Gérard, présent en 1977 dans un épisode intitulé The Handyman. Grace le confessa avoir été captivée par son charisme, bien qu'elle fût alors déjà engagée dans une autre relation. Ce qui avait commencé comme une simple attirance se transforma rapidement en quelque chose de bien plus compliqué, pour se terminer brutalement lorsque Gérard l'informa qu'elle avait contracté une infection sexuellement transmissible. Humiliée, Grace dut alors avouer cette liaison à son partenaire de l'époque. « Je n'avais aucune défense », admit-elle plus tard, et la honte de cet épisode pesa lourdement sur elle pendant longtemps. Les parallèles entre les habitudes autodestructrices de son père et les siennes devenaient impossibles à ignorer. Comme lui, elle s'automédicamentait avec l'alcool. Et comme lui, elle sombrait régulièrement dans un désespoir profond. Mais contrairement à son père, Karen devait continuer à maintenir une image publique irréprochable. Pour des millions de téléspectateurs à travers l'Amérique, elle restait mângale, digne, aimante et infiniment forte. Cette dualité déchirante, être perçue comme un modèle absolu de stabilité tout en se désagrégeant complètement privé, devint l'un des fardeaux les plus lourds de toute sa carrière. À la fin des années 1970, Karen Grace menait littéralement 2 vies. Pour les millions de fans qui la regardaient chaque semaine, elle était la sereine et maternelle Caroline Ingalls, le pilier inébranlable de la famille dans la petite maison dans la prairie. Mais en coulisses, sa lutte contre l'alcool s'intensifiait dangereusement. Ce qui avait commencé comme un simple moyen d'atténuer la douleur du rejet et de l'humiliation subie sur le plateau était devenu bien plus destructeur que prévu. Grace elle-même admit que l'alcool l'accompagnait en réalité depuis ses années universitaires à Berkeley, lorsqu'elle avait commencé à boire au milieu du stress académique et du tumulte de la contre-culture des années 60. Mais désormais, dans la trentaine et jouant dans une série à succès, sa consommation s'était considérablement aggravée. Par moments, elle se décrivait comme une alcoolique hautement fonctionnelle, capable de jouer son rôle de manière parfaitement convaincante devant les caméras, tout en sombrant en privé dans un désespoir grandissant. Elle confessa plus tard qu'elle voulait simplement boire, comme tout le monde, juste assez pour se détendre et s'amuser, mais que cela ne fonctionnait jamais ainsi pour elle. Je devenais horriblement ivre et j'éclatais en sanglots. Je pleurais, je faisais des scènes. J'avais l'impression que tout dans ma vie allait mal, confia-t-elle. Le véritable point de rupture survint en 1977, lors de 2 incidents profondément humiliants qui la forçaient enfin à affronter la réalité de sa situation. Le premier eut lieu lorsqu'elle organisa un déjeuner pour ses collègues sur le plateau. Bien qu'elle ne buvait presque jamais pendant les heures de travail, elle s'autorisa exceptionnellement un verre de vin. Plus tard dans l'après-midi, de retour sur le tournage, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus penser qu'à la bouteille laissée derrière elle. Elle sortit à plusieurs reprises pour fumer, se rincer la bouche, s'asperger le visage d'eau, mais l'envie restait obsédante. C'était vraiment humiliant, confia-t-elle à People. Mon esprit ne cessait de crier, va chercher ce vin. Le second incident survint une semaine plus tard, lors d'une conférence féministe où elle devait prononcer un discours important. Nerveuse, elle but bien plus que prévu avant de monter sur scène. Ses propos s'éternisèrent et elle ressentit immédiatement la gêne palpable du public, composé pourtant de femmes qu'elle respectait profondément. Une participante l'affronta directement plus tard, lui disant sans détour qu'elle avait clairement un problème d'alcool. « J'étais stupéfaite », se rappela Grace. « Je ne pouvais pas le voir. » Mais au fond d'elle-même, elle savait déjà que c'était la vérité. Peu après, suite à une nouvelle nuit de consommation excessive et une dispute violente avec une amie proche, Grace se réveilla en larmes. Ce matin-là précisément, elle prononça le serment qui allait définitivement changer le cours de sa vie. « C'est fini. Je ne dois plus jamais boire. » Elle chercha activement de l'aide, rejoignit des groupes de personnes en rétablissement et adopta progressivement la sobriété. Le chemin ne fut absolument pas linéaire, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentit véritablement déterminée à briser ce cycle destructeur qui avait détruit son père et avait failli la détruire elle aussi. Tragiquement, quelques mois seulement après son entrée en cure, son père Eugène mourut des suites directes de son alcoolisme chronique. Cette perte fut dévastatrice émotionnellement, mais elle renforça paradoxalement sa résolution. « Je n'avais pas besoin que l'on me dise que c'est une maladie mortelle », déclara-t-elle plus tard avec une lucidité poignante. En 1978, Karen Grace s'était pleinement engagée dans cette nouvelle sobriété. Sa santé s'améliora considérablement. Sa clarté d'esprit revint progressivement, et elle commença enfin à sentir le poids de la honte accumulée pendant des années s'alléger. Elle vit même sa carrière rebondir à mesure que sa concentration professionnelle se renforçait. En 1979, son salaire avait littéralement doublé, et elle avait regagné une partie du respect qui semblait pourtant définitivement perdu.
Mais malgré cette victoire personnelle contre l'alcool, les blessures du conflit salarial des années précédentes ne s'étaient jamais totalement refermées sur le plateau. Landon restait obstinément réticent à la reconnaître comme une véritable égale, alors même que le personnage de Caroline Ingalls demeurait absolument central au succès global de la série. Lorsqu'elle insista de nouveau pour obtenir davantage de reconnaissance, les scénarios commencèrent une fois de plus à changer subtilement. Des moments émotionnels clés, autrefois réservés à Caroline, furent soudainement attribués à Charles. Des scènes entières furent réécrites, sa présence réduite de façon bien trop ciblée pour être une simple coïncidence. Lorsque la série prit fin en 1983, Karen Grass ressentit à la fois un profond soulagement et une réelle incertitude face à l'avenir. Elle retourna alors vers son premier amour, le théâtre, tout en traversant plusieurs autres mariages qui, eux aussi, finirent par s'effriter avec le temps. En 1991, une nouvelle bouleversante secoua tout Hollywood. Michael Landon avait été diagnostiqué d'un cancer du pancréas, avec un pronostic particulièrement sombre. Pour Grass, cette nouvelle fit ressurgir une vague d'émotions profondément complexes et contradictoires. Elle l'avait méprisé pour sa cruauté. Elle avait enduré son contrôle écrasant pendant des années. Mais elle admirait également sincèrement son talent immense et devait, en grande partie, sa carrière à l'opportunité qu'il lui avait offerte autrefois. Finalement, elle fit ce qu'elle savait faire de mieux. Elle lui écrivit une lettre sincère, le remerciant pour l'opportunité qu'il lui avait donnée, et surtout, elle lui pardonna entièrement. Elle n'établit aucune liste de griefs, ne rouvrit aucune ancienne blessure. Elle choisit consciemment la grâce. À sa grande surprise, elle apprit plus tard que Landon avait lu cette lettre et qu'il en avait pleuré. Ce message simple et discret fut l'un des derniers qu'il reçut avant sa mort, survenu en juillet 1991, à seulement 54 ans. Des décennies plus tard, à l'âge de 83 ans, Karen Grass publia enfin ses mémoires complètes, révélant pour la première fois l'intégralité de cette histoire au grand public. Ces révélations bouleversèrent profondément des fans qui avaient longtemps perçu Landon comme un père de famille parfaitement irréprochable. Pourtant, Grass ne chercha jamais à le diaboliser entièrement. Elle reconnut pleinement son talent exceptionnel et son charme indéniable, tout en insistant sur une vérité essentielle. La grandeur et la cruauté peuvent parfaitement coexister chez une même personne. Aujourd'hui, Karen Grass le vit discrètement, entièrement consacrée à son fils, à sa santé et à son article. Mais son histoire demeure un rappel essentiel. Même les séries les plus aimées du public peuvent cacher des vérités profondément douloureuses derrière les caméras. Et lorsque ces vérités finissent enfin par émerger, elles transforment irrémédiablement la façon dont l'histoire tout entière perçue par ceux qui croyaient la connaître.